Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France, également à la tête de la formation Nouvelle Énergie. La réunion des partis hier, hors LFI et RN, n'a semble-t-il pas donné grand-chose, si ce n'est des promesses de ne pas dissoudre pendant 30 mois pour le président de la République et de ne pas utiliser le 49.3. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il nommerait un Premier ministre d'ici 48 heures, donc d'ici demain. Dans quelle situation, Monsieur David Lisnard, on se trouve ce matin et se trouve le pays? Nous sommes dans une situation qui n'est pas une surprise de blocage politique. Voilà, c'est une évidence. Mais malheureusement, la réalité du pays, le pays réel, lui, il est dans une situation de déclassement très rapide sur le plan économique. Enfin, moi, pardonnez-moi, mais je parcours le pays, je vois ce qui se passe chez moi aussi. Des entreprises qui ferment, des entreprises qui n'ouvrent pas, des reports d'investissement. Des personnes qui ont du capital à investir et qui de plus en plus pensent à le mettre ailleurs. Il y a eu un article chez vos confrères des Échos du patron d'EDF et de Total qui était absolument édifiant. Édifiant parce qu'il disait que c'était devenu un enfer d'investir, non seulement pour des raisons de fiscalité de charges que l'on connaît bien, mais aussi pour ce que je dénonce depuis des années, c'est-à-dire une complication absurde. On a l'effondrement éducatif qui devrait être notre obsession. Les problèmes sécuritaires qui continuent. Et je crois, moi, qu'on est dans un moment d'accélération d'un délabrement. J'avais parlé d'un système à bout de souffle. Et que la difficulté est comment gérer le pays tout de suite, mais surtout comment créer un sursaut. Et pourtant, malgré ce que vous dites et que certainement beaucoup de Français qui nous regardent et nous écoutent ce matin partagent, la gauche est viscéralement opposée à un Premier ministre de droite. La droite est catégoriquement opposée au programme de la gauche. Dans une telle configuration et sans accord de gouvernement possible, mais quel est le portrait robot de ce mouton à 5 pattes qui pourrait être à Matignon? On parle de François Bayrou, de Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce que le président des maires de France, qui parcourt le pays, comme vous le dites, pense aujourd'hui d'une telle configuration et de ces noms qui sont sortis du chapeau? Alors, je ne peux pas parler en tant que président des maires de France, je ne peux pas engager une association transpartisane sur ce type de questions. En revanche, ce qui est certain, c'est que d'abord le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Donc on peut le chercher indéfiniment, on ne le trouvera pas. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui résulte d'une somme de mauvaises décisions. Hein. Ce n'est pas un problème au départ institutionnel, c'est un problème de pratique des institutions, de mauvaises décisions. Juste qui a commencé, à mon avis, je ne parle même pas des politiques publiques, mais qui a commencé il y a 1 an lorsque le président de la République, et je l'avais dit à l'époque, c'est pour ça que je me permets de le redire aujourd'hui, a demandé à remercier Madame Borne. Je pense qu'il fallait qu'il la prolonge jusqu'aux européennes. Et il s'est mis dans une situation lui-même de défaite aux européennes, puisqu'il avait utilisé la cartouche du changement de Premier ministre, ensuite sa procrastination de reporter tout le temps les décisions. Je rappelle que la semaine dernière, on nous annonce que le Premier ministre serait nommé en 24 heures et annoncé chez vos confrères d'une grande chaîne privée sur un 20 heures. Donc d'ici demain, on peut toujours attendre, on verra. Pour répondre à votre question, quand on est dans ce type de situation, de blocage, de tambouille, de tout ce qui est inaudible, il faut en appeler... Tambouille, de la part de qui tambouille? Est-ce que c'est toute la classe politique, une grande partie, qui se parle à elle-même, ou c'est seulement le président de la République? Parce qu'on va parler également des LR dans quelques instants. Mais je crois qu'ils sont forcément, de toute façon qu'ils le veuillent ou non, dans cette tambouille. C'est ainsi. Et la seule solution, c'est ce que j'avais essayé de proposer au mois de juillet, je l'avais écrit par un communiqué et proposé au président de la République, c'est de partir de 4-5 mesures parce qu'il y a urgence pour la France et d'essayer, pourquoi pas, d'en appeler au peuple par le référendum. Mais qui serait d'accord? Je vous dis très concrètement, si demain il y a un gouvernement inspiré peu ou prou par Marine Tondelier, que diriez-vous? Pourquoi vous êtes d'accord? Mais sur quoi? Quelles sont les 4 ou 5 mesures sur lesquelles vous serez d'accord? C'est pas pensable. C'est pourquoi je dis que depuis le début... Y a-t-il une solution en réalité? Je crois qu'il faut peut-être raisonner un peu différemment et renverser la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une urgence économique et sociale. On crée de moins en moins de richesses. On a un système social qui explose et ce qui est lié aussi à l'immigration. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas le flux migratoire et qu'on doit avoir une immigration économique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une immigration économique. Il y a un taux de chômage bien plus élevé chez les immigrés. Le diagnostic. Oui, mais c'est très important de le dire. Et ce que je puis vous dire, c'est que ce diagnostic et les solutions y apportées, qui sont des solutions concrètes, réelles, sont très partagées dans le pays réel. Qu'il y a une énorme différence entre... Et pourquoi c'est possible? Mais à l'Assemblée, ce n'est pas partagé. Or, le président doit tenir compte de cette Sauf que vous ne dirigez pas un pays que par du législatif. Mais comment vous faites si vous
êtes censuré demain? Alors, la censure, d'abord, elle n'arrive que sur quelques textes. C'est pour ça que le bon côté de la période, c'est que ça peut permettre de moins légiférer, d'avoir des lois moins bavardes. Ça, c'est le bon côté. Et deuxièmement, il y a, je crois, des référendums à prononcer. Il faut une politique de changement, de rupture. Je pense que le pays réel, lui, est tout à fait en phase avec cela. C'est ce que je constate, moi. C'est la grande différence entre les débats qu'on entend ici ou là sur les plateaux et la réalité des aspirations des gens qui transcendent les clivages. Alors, le pays réel, justement, il est aussi incarné par les 11 millions, un peu plus, d'électeurs de Marine Le Pen. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, que ce soit d'ailleurs d'exclure LFI ou RN et de dire, et apparemment c'est le seul accord trouvé hier lors de cette réunion des partis, on met de côté, on ne veut plus que le RN soit au centre du jeu? Comprenez que je concentre mon attention sur les façons de relever le pays, mais pour répondre à votre question, et je vais y répondre, je pense que le président de la République, à mon avis, commet une erreur. Tout simplement, pourquoi ? Parce que soit il se positionne d'un point de vue institutionnel en chef de l'État, il prend acte des blocages de l'Assemblée. Et on pourrait quand même revenir sur les conditions du départ de Michel Barnier, c'est-à-dire une Assemblée il y a eu l'alliance du conformisme des technocrates de Bercy avec un budget qui était un budget récessif, qui n'aurait fait qu'accentuer les problèmes de compte public, et des arrière-pensées politiciennes de gens qui qui étaient heureux d'avoir planté un gouvernement pour garantir l'indexation des retraites, pour flatter une clientèle électorale, alors qu'on sait très bien que la moitié de l'augmentation de la dette, elle vient des retraites, et qu'on ne peut pas continuer à indexer les retraites. On va en parler. Mais personne n'ose le dire. Moi j'ose le dire. Voilà. Et je pense que les retraités, notamment de ceux qui ont des retraites importantes. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Le président de la République, soit il se place d'un point de vue institutionnel, et il doit recevoir toutes les formations, y compris LFI et y compris évidemment le Rassemblement national, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas qui aujourd'hui se victimise, et de façon légitime, en disant mais pourquoi on ne nous reçoit pas ? Soit il fait ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire qu'il se positionne comme une sorte de chef d'une majorité qui n'existe pas. Donc je pense qu'il s'expose, qu'il expose une fois de plus la fonction et qu'il fragilise la fonction. Chef de majorité, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est au président de la République d'incarner... D'autant plus qu'il n'y a pas de majorité. Et qu'il n'y a pas de majorité. Alors je pense qu'il essaie de faire voler en éclats l'union entre les socialistes et une gauche et LFI. Et ça peut être assez louable d'un point de vue tacticien. Mais les enjeux du pays ne sont pas là. Les enjeux du pays, c'est comment... moi, père de famille, quand mes filles sortent le soir, j'ai plus la trouille qu'elles sortent. Comment, à un moment donné, si quelqu'un doit aller à l'hôpital, ils ne se disent pas je vais rester 20 heures sur un brancard, dans le pays qui a le record du monde de la dépense publique. On partage ce que vous dites, mais est-ce que votre famille politique y pense également ? C'est une famille aujourd'hui où personne ne semble faire confiance à personne, où les ambitions en vue de 2027 s'entrechoquent, où certains mettent plus d'énergie à barrer la route à Bruno Retailleau, à Beauvau qu'à l'aider. Franchement, n'est-il pas temps, eu égard à ce que vous dites, de siffler la fin de la partie ? Ce qui est certain d'abord, c'est que Bruno Retailleau fait un formidable ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il pourra continuer le travail qu'il a amorcé. Premièrement. Deuxièmement, il sera face à un problème juridique, c'est pour ça qu'il faudra faire un référendum et il faudra forcer la main du Conseil constitutionnel pour sortir de l'étau des jurisprudences. C'est ça l'intérêt du pays. Sur le reste, moi je suis pour la compétition, je l'ai déjà dit X fois. Oui, mais là c'est plus de la compétition, c'est la petite gribouille, monsieur Lisnard. Objectivement, je ne suis pas dans ce que vous décrivez et je ne sais pas si ça se passe comme cela. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la seule façon de retrouver de la confiance, c'est de proposer une alternative forte et crédible. Donc c'est tout de suite dire qu'on peut amorcer le sursaut maintenant, à condition que le président de la République le veuille, qu'on ait un gouvernement resserré, qui parte à partir qui use du référendum. Mais c'est quand même extraordinaire. Quand on est dans un tel blocage, et puis c'est au peuple de choisir. Et on a aujourd'hui, nous avions travaillé dessus, je me souviens, avec François Fillon. Sur quel sujet ? C'est très simple. Moi, je vais vous dire un truc tout de suite. Pour remettre le pays en ordre, il faut qu'on arrive à travailler, comme on le fait dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle mairie, sur un budget zéro. Comment on fait un budget zéro ? C'est-à-dire comment on travaille. Et il faut le faire avec les équipes. C'est-à-dire qu'il faut amorcer tout de suite, demander à tous les agents de terrain, à tous les fonctionnaires, de nous dire quelles sont les économies que vous préconisez, vous, depuis le terrain. Parce que toute la journée, moi, j'ai des fonctionnaires qui me disent on en a marre du gaspillage. Mais ce serait du bon sens. Les députés de gauche du RN... C'est la révolution du bon sens. Mais monsieur Lisnard, je suis d'accord. Mais tout ne passe pas par le Parlement. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que moi, je refuse la fatalité. L'enjeu aujourd'hui, il est de redresser le pays. Comment voulez-vous accepter de voir notre pays en permanence osciller entre le drame et la médiocrité ?
c'est pas de moi, c'est de Gaulle en 58. Donc, voilà. la Donc France nous ne peut sommes pas à un attendre 30 moment mois. comme en 58. Alors soit on laisse le pays s'enfoncer, D'accord, mais on ne qui est dit pas la vérité aux Monsieur gens. Lisnard, qui est ce De Gaulle aujourd'hui? Mais le De Gaulle, c'est un sursaut civique. Le général De Gaulle n'est plus là et de toute façon, on a changé d'époque. Mais au moment où on se parle, où De Gaulle vient de sortir une puce qui, pour la première fois, utilise en processus industriel, pardonnez-moi, c'est pas long, mais je vous assure que ça intéresse beaucoup plus les téléspectateurs et les auditeurs qu'on ne le pense, une puce qui permet, qui est en exploitation industrielle, d'avoir une force de calcul en informatique des millions de fois plus rapide que le plus gros des computers. Le monde avance, les défis écologiques, les défis numériques. La France a tout pour être un pays prospère parce que nous sommes un pays de créatifs, de créateurs. Il suffit de le libérer, ce pays, et de sortir de ce... On a l'alliance des technocrates et des politiciens. Il faut briser ce régime des technocrates et des politiciens. On vous entend et on entend votre bonne volonté et vous dites d'ailleurs depuis très longtemps qu'il faut... Reconnaissez-moi cette constance. Et bien sûr que vous croisez ces citoyens. Tout ce qui arrive, on l'avait vu venir à un certain nombre. Vous voulez faire avancer le pays, vous voulez qu'on travaille, qu'on entreprenne, vous voulez abattre le principe de surprécaution. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, c'est ainsi un blocage. C'est-à-dire que vous êtes quand même obligé aujourd'hui d'avoir à la tête un chef de gouvernement. Est-ce que ce serait un Premier ministre de droite ou de gauche? Ça peut être une question politicienne, mais elle est aujourd'hui celle qui se pose. Le seul Premier ministre aujourd'hui qui peut répondre aux défis, c'est le Premier ministre qui nous propose un plan de sécurité, un plan d'assainissement des comptes publics, 850 milliards d'euros de dépenses sociales. On n'a jamais autant eu de SDF dans nos rues. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines d'aides. Il y a un gaspillage énorme. Un Premier ministre qui arrive et qui dit aux Français, on ne peut pas continuer cette spirale, ce qu'avait dit Michel Barnier. Sauf qu'il y apporte une réponse, il avait apporté une réponse de Bercy de ce que j'ai appelé les petits hommes gris, c'est un peu péjoratif, mais tout le monde voit à quoi je fais allusion. Donc un grand projet d'assainissement des comptes publics, les gens sont capables de comprendre que chacun peut faire des efforts si c'est pour l'avenir du pays et pour nos enfants. Donc quelqu'un peut venir dire, pardonnez-moi, c'est un peu du sang et des larmes, vous allez tous faire des efforts. C'est de l'espoir. C'est pas du sang et des larmes, c'est un effort. Quand vous faites du sport, c'est dur, vous souffrez, vous transpirez. Pourquoi vous vous forcez à avoir cette douleur? Parce qu'après, vous progressez, vous êtes meilleur. Eh bien, notre pays aujourd'hui, et qu'il faut qu'il sorte de la drogue de la dépense publique, de l'accoutumance à la facilité. Et contrairement à ce que beaucoup croient sur les plateaux, à ce que beaucoup de politiciens croient, beaucoup de Français ont cette maturité-là. Ils sont capables de faire des efforts si c'est utile à la nation, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Vous dénoncez 40 ans de budget social-étatisme, de bouillie de Bercy. On comprend peut-être et certainement qu'une majorité de Français seraient d'accord sur le diagnostic. J'en suis archi convaincu. Alors pourquoi ce blocage? Pourquoi ce blocage? Parce qu'on a une classe politique qui est technocratique, qui est recroquevillée dans des schémas de pensée anciens. Le plus dur, c'est pas de faire gagner les idées nouvelles, c'est d'échapper aux idées anciennes. Et donc qu'aujourd'hui, ce monde-là, il y a eu des moments dans l'histoire de France, on est à un moment comme en 58, comme en 1848. La seule préoccupation, c'est d'éviter la violence. Le pays est bloqué. Il y a un risque aujourd'hui? Oui, bien sûr qu'il y a un risque de violence. D'étincelles? De frustration, de personnes qui ont l'impression de toujours travailler plus pour ceux qui ne travaillent pas. Il y a une énorme frustration sociale. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un déclassement très fort. Donc, apporter un projet de redressement des comptes publics, en tant que contribuables, vous et moi, payons 5 fois plus cette année pour les intérêts de la dette de l'État qui continue d'augmenter sa dépense que pour la justice. Donc et on manque de greffiers, etc. Ce matin, que la classe politique se parle elle-même alors que nos paysans sont en colère, que les entrepreneurs attendent de la visibilité, que beaucoup de Français souffrent, que les fonctionnaires sont frustrés par un système bureaucratique délirant. C'est-à-dire qu'il faut renverser la table. Mais bien sûr qu'il faut renverser la table. Et si vous voulez, pour qu'on ait plus de policiers, plus d'infirmiers, il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Donc la seule réforme, la seule révolution possible, c'est celle de la performance et de l'efficacité. Beaucoup de pays sont parvenus. La Suède dans les années 90, l'Angleterre dans les années 70, puis dans les années 90 à nouveau, l'Allemagne dans les années 2000, le Canada il y a 20 ans. Seule la France s'est accoutumée à l'excès de dépenses publiques, à la facilité. Donc l'individu, il est intelligent. Dans un système d'opportunités, il prend les opportunités. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est redonner un espoir, une espérance, une élévation pour la France. Et bien sûr, ne pas accepter... On n'est pas loin de la transcendance, l'élévation. Mais évidemment, d'ailleurs, il y a des bons ouvrages là-dessus. Oui, justement, mais est-ce que le président de la République a encore ce pouvoir, un peu, cette sacralité autour de lui, cette petite musique de la démission, mais je vous la pose très sérieusement, Monsieur Lisnard, et pas par une volonté, comme certains, de faire tomber le président de la République, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment, si véritablement il y a un blocage, si tous ces Français dont vous parlez, qui nous regardent, qui nous écoutent, ne trouvent pas de solution, est-ce que vous dites, eh bien,
nous arriverons à cela. Contrairement à ce que dit LFI, la destitution ou la démission du président aujourd'hui serait il ne le dit pas ainsi, parce que je les connais et je les écoute. LFI aussi, je les écoute et je les connais d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets de faire la différence. Donc, en disant, il cherche le chaos. LFI dans une stratégie du chaos, et aujourd'hui, ce chaos réussit aux extrêmes, réussit aux radicalités, réussit à polariser des deux côtés. Et c'est la stratégie d'ailleurs des deux côtés. Ce qui est certain, c'est qu'une démission aujourd'hui d'Emmanuel Macron ne résoudrait rien puisqu'on ne peut pas dissoudre derrière et on ajouterait du chaos au chaos. En revanche, une des hypothèses pourrait être qu'ils disent « je remettrai le mandat présidentiel en jeu dans plusieurs mois » en laissant une vraie campagne électorale se dérouler et un nouveau président de la République dans plusieurs mois serait élu et pourrait dissoudre. Mais ça, c'est de la fiction. Aujourd'hui, dans l'immédiat, je le répète, oui, pour l'instant, oui. Mais pourtant, vous m'en parlez comme si c'était une hypothèse tout à fait vraisemblable. C'est une hypothèse institutionnelle et humaine et vraisemblable. Non, parce que ça pourrait régénérer la démocratie. Et c'est ce que certains ont dit, dont Hervé Morin, dont moi, etc. Mais aujourd'hui, l'urgence, je le répète, c'est qu'on ne peut plus faire perdre de temps au pays. Il faut réduire la dépense publique. Il faut recréer de la croissance par l'optimisation. Alors, c'est des mots qui paraissent abstraits, c'est très concret. On peut retrouver une ambition nationale en nous appuyant sur le peuple. Je suis sidéré que personne ne propose des référendums. Nous, à Nouvelle Énergie, on les a préparés, ces référendums, et on est prêt à les mettre en œuvre. Avec force, on vous a entendu, David Lisnard. Je voudrais conclure rapidement, mais c'est très important. Donc, ne nous demandez pas d'être un rafistoleur. Voilà. En revanche, si on peut apporter un peu d'espoir, je crois que c'est le moment de le faire. On aimerait bien lui apporter à Boualem Sansal, dont on parle de moins en moins, toujours incarcéré en Algérie. Vous avez des contacts, c'est quelqu'un que vous connaissez, notamment avec son avocat. Il faut espérer que la France œuvre aussi sans gouvernement. Enfin, ça passe par des canaux autres que les gouvernements diplomatiques. Que pouvez-vous nous dire sur le cas D'abord, il faut être absolument convaincu de la nécessité d'en parler. Ouais. Voilà. Quand on voit que les hésitations, les tergiversations, les ambiguïtés d'une organisation telle Amnesty International qui a perdu en dignité une fois de plus, on peut se poser la question. Pourquoi ? C'est un compatriote. L'honneur d'une nation, c'est de défendre ses compatriotes qui sont arrêtés arbitrairement. De même qu'il faut tous les jours rappeler que nous avons des otages du Hamas, français, dont personne ne parle. Bon. Et donc, Boualem Sansal est devenu un compatriote. Et il est incarcéré de façon totalement arbitraire et absurde. Il peut y laisser sa peau. De surcroît, c'est un grand artiste. La France est elle-même, quand elle défend la liberté d'expression, elle est artiste. Et la France a encore des choses à dire au monde. Troisièmement, on nous a dit de nous mettre un peu en sourdine pour laisser faire le travail diplomatique. Il n'y a pas de travail diplomatique. J'en suis absolument convaincu aujourd'hui. Je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, et je crois qu'aujourd'hui, si la France n'est pas capable de dire à l'État souverain de l'Algérie, dont on respecte la souveraineté, dont je respecte profondément le peuple, mais dont je vois la dérive autoritariste et médiocre, de dire vous devez libérer notre compatriote, tous les jours on devrait en parler. Je pense que quand on voit l'aide au développement qui est apportée, les visas qui sont accordés, qu'on arrête de penser qu'on n'est pas capable de réussir une chose aussi simple, de dire que Boualem Sansal, plus de 75 ans, qui n'a rien commis de pénalement répréhensible, eh bien, puisse revenir en France et écrire de magnifiques livres qui parlent à l'humanité. Votre colère, et on la partage ô combien. Merci David Lisnard et à bientôt.